Bienvenue dans ce 72e magazine mensuel consacré à l'agriculture auboise. Vous l'avez constaté, nouveau générique, nouvelle émission. Désormais, chaque mois, avec le magazine grand public Terre et Vignes de l'Aube, Canal 32 et ses partenaires vous emmènent dans les coulisses du monde agricole au bois à travers interviews, chroniques et reportages. Vous pourrez découvrir les sujets qui font l'actualité agricole avec une grande thématique chaque mois. Mais ce n'est pas tout. Grâce à cette nouvelle émission, vous entrerez dans la peau et le cerveau d'un agriculteur dans la rubrique Comment ça marche, et on vous apportera une vision décalée et ludique du monde rural dans la rubrique Contre-champ. Je ne vous en dis pas plus. Pour mieux comprendre cette émission, regardez ce sommaire réalisé comme d'habitude par le brillantissime Christian Vira. Aujourd'hui, Terre et Vignes de l'Aube vous montre comment cultiver le chanvre et le transformer en matériau utile. D'ailleurs, il s'agit d'une spécialité auboise. Durant la rubrique Comment ça marche, nous démontons la carrosserie d'une moissonneuse-batteuse afin de voir son fonctionnement. Autre thème, en 3 minutes, un retour sur l'actu sur les rendez-vous agricoles et festifs de l'été. Enfin, la rubrique Contre-champ permet de finir l'émission en dégustant une coupe de champagne dans un lieu insolite. Très cher, votre santé. Et comme premier grand témoin de l'émission, nous avons le plaisir de recevoir Benoît Savoura, président de la Chanvrière de l'Aube. Bonsoir. Bonsoir. Car Christian, le chanvre, c'est un sacré enjeu pour l'agriculture auboise. Et c'est surtout une très belle histoire, une histoire d'une réussite auboise, il faut le savoir, puisque l'Aube est leader dans ce domaine, on va y revenir. Et c'est une histoire très ancienne, puisqu'au 19e siècle, la France comptait 150 000 hectares de chanvre. Oui, c'était pour la fabrication, à l'époque, de cordages, de voiles. Or, depuis les voiles, ça a disparu. Alors, Benoît Savoura, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait du chanvre ? Le chanvre aujourd'hui est utilisé dans différentes applications. On le voit ici dans l'automobile, on a quelques pièces. Je vais le prendre, je vais le montrer à la caméra. Voilà, on le trouve bien évidemment toujours dans le textile. Il y a toujours du textile chanvre, même si c'est quelque chose de tout récent. Et puis dans l'automobile aussi, tout ce qui est composite, l'isolation pour les maisons, dans les papiers spéciaux, pour les litières animales, etc., etc. En fait, des utilisations très très variées. Et le papier est dans le principal marché, je crois. Le papier, le principal marché, oui. Multiples utilisations. Donc, quels sont les chiffres clés de la production auboise de chanvre ? Dans le département de l'Aube, on a aujourd'hui à peu près 5000 hectares de chanvre tous les ans. C'est certes peu si on compare par rapport aux autres productions agricoles, puisque le blé, c'est autour de 100 000 hectares. Donc, vous voyez, 5000, c'est très petit. Mais c'est important, notamment par rapport à la production de chanvre en Europe. Et justement, il existe, je crois, en France 6 bassins de production. Est-ce que l'Aube se démarque ? C'est simple, en France, l'Aube représente à peu près 50% du chanvre français et un tiers du chanvre européen. Donc la principale production de chanvre se fait vraiment sur le département, ce qui fait cette position de leader du département en ce qui concerne la production et la transformation du chanvre. L'Aube leader et pionnière dans le chanvre. Alors j'ai compris quelques mots, produits en matériaux composites, etc., etc. Mais j'ai besoin d'être plus éclairé sur le fonctionnement de la filière auboise. Vous allez devenir incollable sur la filière chanvre dans l'Aube, puisque nous sommes leaders, je rappelle. Donc le sujet suivant va vous permettre d'éclaircir tout cela et de comprendre surtout quels sont les acteurs de la filière et finalement quels sont les liens entre eux. Les 5000 hectares de chanvre de l'Aube servent aussi bien pour l'isolation, les matériaux composites ou l'énergie. À Fauville-Serre, Patrick le cultive depuis 1999. Dans cette plante, on exploite 2 parties essentiellement. Donc la partie haute, la graine, et la partie basse, la tige. Avant d'être utilisée, toute une filière de production de chanvre a été mise en place. Elle se compose des agriculteurs, des collecteurs, des transformateurs et des pôles de recherche. Premiers concernés, les agriculteurs, pour qui cette plante possède de multiples avantages. Il n'y a pas beaucoup d'intervention dans la culture. On la sème et on n'a pas de désherbant, pas de fongicide, pas d'insecticide. Au niveau économique, c'est une plante intéressante. Alors, ce qui est favorable pour la plante, un sol calcaire. Le climat est favorable aussi à la récolte à l'automne. Dans l'Aube, Vivessia collecte les graines, ses débouchés, les graines pour oiseaux, des appâts pour pêcheurs, des compléments alimentaires et de l'huile de chanvre. Ici, à Bar-sur-Aube, le transformateur se nomme la Chanvrière de l'Aube. Les agriculteurs y déposent au fur et à mesure la paille qui est broyée et décomposée en 3 éléments.
D'abord, on voit apparaître les faisceaux de fibres qui sont sur l'extérieur de la tige, et puis la partie chènevotte, qui elle est la moelle du chanvre, donc l'intérieur, c'est elle qui véhiculait la sève lorsque le chanvre était vert, et qui en fait une particule très absorbante et à la fois isolante. Alors on récupère 3 éléments différents, donc la fibre d'un côté, la chènevotte de l'autre, et puis les tout petits morceaux qui ne peuvent pas être commercialisés en tant que tels, eh bien ils passent dans ce qu'on appelle la poudre chez nous. L'atelier numéro 2 se charge d'affiner le traitement des fibres. On sait que pour la plasturgie, par exemple, il va falloir des fibres très courtes, de l'ordre de 2 à 3 mm. Pour le secteur automobile, on va aller de 60 à 100 mm, par exemple. Cet atelier permet de nous adapter à la demande de ces clients-là. L'atelier numéro 3 permet, quant à lui, d'empaqueter la chènevotte. Pour les litières pour les animaux, par exemple, des petites balles de 1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 10 kg pour les jardineries animaleries, c'est le chanvre que vous trouvez dans les animaleries pour les petits cobayes, les cochons d'Inde et autres lapins. Enfin, la poussière, dite la poudre, est transformée en briquettes. Qui serviront de biomasse énergie à nos clients, soit pour la brûler, soit pour la méthaniser. Afin de proposer ces éléments, la filière compte sur un pôle recherche et développement, direction la Technopole de l'Aube, à Troyes, au 2e étage. Une recherche pour les producteurs, orientée pour la production agricole, donc gérée par le CETIUM, et une recherche pour les industriels, la transformation, donc gérée par Fibre Recherche Développement. Dans les mêmes locaux, on est basé dans les mêmes locaux. Il y a une très forte variabilité au niveau des rendements entre les parcelles dans un même bassin de production. Donc le but c'est d'essayer de trouver des solutions pour améliorer les rendements, les stabiliser. Parce qu'il y a une usine à approvisionner. Si on part sur une surface et où il y a des chutes de rendement, mais là forcément ça pose des soucis. Depuis l'Aube, le CETIUM pilote 12 agents partout en France. Chaque année, l'ensemble de la filière se réunit afin d'améliorer le cycle de production. Benoît Savoura, quel est l'intérêt du chanvre pour l'agriculteur par rapport à d'autres cultures ? Déjà, sur une exploitation agricole, on ne fait pas qu'une seule production. Et le chanvre entre dans la succession des productions. Je le disais tout à l'heure, le blé, les céréales sont les productions les plus importantes sur les exploitations, mais il y a besoin aussi de rompre la production, les rythmes de production, et le chanvre est une culture idéale dans la mesure où on ne fait aucun produit de traitement, aucun pesticide n'est utilisé sur la culture, et qui vient rompre un peu tout le cycle des mauvaises herbes ou des maladies ou des insectes. C'est plus une question de terrain qu'une question économique ? Bon, économiquement, ça passe, on est dans les mêmes niveaux économiques que les céréales, par exemple, mais ça apporte un plus sur les exploitations agricoles en termes environnementaux. Et pour que la filière soit bien claire aussi dans mon esprit, est-ce que la chanvrière de l'Aube, c'est finalement une entreprise privée qui collecte le chanvre et le transforme? Comment ça marche? Oui, la chanvrière de l'Aube est une entreprise privée, mais particulière. C'est une coopérative agricole. Ce qui veut dire, c'est que tous les producteurs, il y a 300 producteurs de chanvre qui alimentent la chanvrière de l'Aube, sont actionnaires de cette entreprise. Donc c'est leur outil. Benoît Savoura, vous parlez souvent de votre métier à des proches qui connaissent pas, qui ne baignent pas dans le monde agricole? Je fais que ça parce que dès qu'on parle d'agriculture, déjà, les gens aiment bien connaître un petit peu l'agriculture. Alors quand on parle de chanvre, tout le monde s'interroge un petit peu là-dessus. Alors justement, c'est l'objectif de cette émission, faire mieux comprendre le monde agricole à nos téléspectateurs, et ça passe par la rubrique « Comment ça marche ?» Dans cette rubrique, vous allez enfin comprendre le quotidien de l'agriculteur. Sur le bord des routes ou en vous promenant, vous avez sûrement remarqué un jour un agriculteur à bord d'une machine un peu étrange en vous demandant à quoi ça peut bien servir. Eh bien, nous allons vous apporter toutes les explications. Christian, aujourd'hui, on s'intéresse à un outil mythique de l'agriculture. La moissonneuse-batteuse, comment ça marche? La fameuse. Voilà, comment séparer en quelques secondes seulement le grain du pied, sans arracher les racines, etc. etc. Mais réponse auprès d'un concessionnaire, et vous allez voir, il n'a pas choisi la plus petite des moissonneuses-batteuses. À Saint-Lié, Alexandre Vincent est conseiller commercial. Il résume en 5 étapes le fonctionnement d'une moissonneuse-batteuse. La moissonneuse se décompose en 2 grandes parties. La première partie qui est la plateforme de coupe, qui aujourd'hui s'étalonne de 5,40 m à 12 m dans la région principalement. Et derrière, la partie automoteur, donc composée de la moissonneuse-batteuse. Première étape, pour moissonner, la coupe. La première étape pour la moissonneuse-batteuse va être de couper la récolte avant de l'acheminer au sein de la moissonneuse-batteuse. La première partie va être le lamier
de scie composée de doigts et de sections. La scie va osciller avec un mouvement alternatif. Donc le rabatteur, lui, va tourner et de manière à ce que la batte de rabatteur et ses griffes viennent amener la tête de l'épi en avant par rapport au convoyeur avant la montée dans la machine. Donc après la partie coupe, nous allons rentrer dans la partie battage qui va se trouver donc sous la cabine à la sortie du convoyeur, donc qui est l'élément ici qui va cheminer la récolte donc au sein des organes de battage. L'idée du battage va être d'extraire le grain de son enveloppe de blé. Les moyens pour cela vont être tout d'abord la force centrifuge qui permettra au grain de blé d'être extrait de son enveloppe, et puis la batte de batteur qui par friction va venir battre l'épi de blé. Alors la troisième étape va consister à séparer les grains qui n'auraient pas été séparés au niveau des organes de battage, à savoir une dizaine de pourcents. Et il existe pour cela deux systèmes, un système conventionnel par une séparation par secoueur, ou bien pour des débits un peu plus élevés, un système de séparation non conventionnel avec une séparation forcée par rotor. Coupe, battage, séparation, d'accord, mais comment nettoyer les grains des résidus de paille? Il y a deux choses qui vont ressortir des organes de battage et de séparation, essentiellement du grain, mais également des bouts de paillotte qu'il faudra nettoyer avant de pouvoir stocker le grain en trémie. Ça, c'est la nouvelle étape. Et pour faire ceci, vous aurez une première table de préparation que l'on appelle la tri densimétrique sous les organes de battage. Le grain étant plus lourd, il va se tasser au fond de la table à tri densimétrique. La paillotte et les menus paille vont se mettre sur le dessus par rapport au grain et seront extraits par la suite en sortie de cette table par une ventilation à turbine. Donc le grain sera stocké dans la partie haute de la machine sur la trémie de stockage avant d'être déversé par la vis de vidange qui se dépliera de la moissonneuse batteuse pour vidanger dans une benne ou dans un semis ou autre. Et la partie résidue sera récupérée sur l'arrière de la moissonneuse batteuse avant d'être broyée et éparpillée sur toute la largeur de coupe. Ou autre possibilité, les résidus peuvent être laissés en andin à l'arrière de la moissonneuse batteuse avant d'être pressés de manière à conserver la paille. Jusqu'à 12 mètres de large, la moissonneuse batteuse ne doit pas être facile à piloter. Un tel engin est aujourd'hui guidé à l'aide de différents systèmes, le plus souvent un guidage GPS. Tout ce qui est barre de coupe, etc. est aujourd'hui automatisé par des palpeurs sous la coupe, de manière à ce que l'utilisateur règle une hauteur de fauche et la coupe suivra en permanence le contour du sol en fonction des irrégularités. Alors cette machine-là, c'est la machine donc, qui a battu le record du monde de battage. Aujourd'hui, c'est une machine capable de récolter 70 à 80 tonnes heure de blé dans les meilleures conditions. Sur certaines machines, les comptes rendus d'utilisation peuvent être pilotés et visualisés à distance. Finalement, cet énorme engin est aussi docile qu'un robot. Benoît Savoura, est-ce que vous utilisez ce genre de machine pour récolter le chanvre? Oui, les moissonneuses batteuses sont utilisées pour récolter la graine. Alors contrairement aux céréales où on va couper à 10-15 cm du sol, là on va couper à 1,70 m pour récupérer le haut de la plante où il y a la graine, le chêne vie, et ensuite on va faucher avec des faucheuses pour récupérer la paille. Mais typiquement c'est à peu près dans le même fonctionnement que ce qu'on vient de voir? C'est exactement le même fonctionnement avec des adaptations bien évidemment pour éviter les enroulements de la fibre, mais c'est aussi des largeurs de coupe un peu moins imposantes que celles qu'on vient de voir. C'est impressionnant, on peut se dire qu'il y a 50 ans, il y avait combien d'hommes pour remplacer cette machine? 50 oui, on ne sait même pas combien il pouvait y avoir, mais c'était impressionnant. L'évolution de la technique est incroyable. Hein. On le voit bien dans les machines agricoles, on est toujours à améliorer sans cesse des puissances plus importantes, des largeurs de plus en plus importantes. Et même à l'usine, on améliore aussi sans cesse nos outils de défibrage. Oui. Mais justement, les machines sont là. Aujourd'hui, c'est 5000 hectares à la production auboise de surface. Est-ce que l'Aube peut produire davantage? En termes de disponibilité des surfaces, oui. Vous voyez, 380 000 hectares de surface agricole sur le département. On peut trouver à augmenter les surfaces. Par contre, après, c'est les marchés et les outils de transformation. Aujourd'hui, l'outil de transformation qui est à Bar-sur-Aube, on en arrive à ses limites. Et si on voulait développer les surfaces, ça voudrait dire aussi développer l'outil industriel. Benoît Savoura, je vous propose de découvrir avec nous les nouvelles rubriques de cette émission et ça passe par le retour sur l'actu. L'agriculture auboise fourmille d'événements, d'infos qui peuvent intéresser le grand public. C'est l'objectif de cette chronique, rendre compte en 4 minutes de l'actualité agricole. Et Christian, pour cette première, nous allons faire une rétrospective des événements d'été et on commence par la route du Champagne en fête 2013 qui s'est déroulée à Celles-sur-Ource. Oui, c'était du 26 au 28 juillet. 32 caves ont proposé des dégustations et des animations dans ce seul village devenu totalement piéton durant 3 jours et 3 nuits. Cet événement est organisé par Capsé qui prépare
prépare d'ores et déjà l'édition 2014. Je vous l'annonce, ça se déroulera le long de la vallée de la Seine, bien sûr de la côte des Bars, donc du côté de Bar-sur-Seine pour faire simple. Et à noter, ce rendez-vous rassemble entre 20 et 30 000 visiteurs chaque année. Comme quoi, ce sont bien les agriculteurs au bois qui créent de très grands événements. Oui, je crois que les hôtels sont complets à 50 km à la ronde. Autre rendez-vous festif, la fête de l'agriculture qui s'est déroulée le 25 août dernier à Brienne-la-Vieille. Alors là, cet événement est organisé cette fois-ci par les jeunes agriculteurs et cette année, il s'agissait du 30e anniversaire de cet événement. Malgré la présence d'une cinquantaine de stands ou d'animations, fait toujours aussi marquant la course de Moisse Bat-Cross. Là, ça y est, vous êtes au volant. Alors, c'est 6 équipes qui se sont affrontées avec des moissonneuses-batteuses, bien plus anciennes que celles qu'on vient de voir, bien sûr. Alors, 3 manches d'1 quart d'heure à la vitesse de 20 km/h et pourtant, spectacle garanti comme le montrent ces images. On se cogne entre véhicules, je leur laisse, je prends pas. Benoît Savoura, vous pensez que ce type d'événement rapproche le monde agricole du grand public ? Je pense que c'est important de montrer au grand public ce qu'est l'agriculture, parce qu'on est toujours, quand les citadins notamment, les ruraux connaissent plus facilement l'agriculture, mais les citadins ont du mal à voir un petit peu ce qui se passe, comment c'est fait, ce qu'ils mangent tous les jours, quelle est la filière, l'utilisation, la transformation, etc. Je pense que c'est important, oui. Autre info, Christian, cet été, les éleveurs d'escargots ont mis les petits plats dans les grands pour présenter leur production. Oui, c'était le 10 août dernier à Longsol, l'escargotière des Lacs a proposé une visite nocturne jusqu'à minuit de son élevage d'escargots. Un lieu insolite donc pour découvrir 200 000 stars. Il s'agit 200 000. Oui, les gros gris. Alors l'escargot aime sortir au frais, d'où la sortie de nuit. Mais les visiteurs, eux aussi, ont pu déguster à la fin de la visite, après avoir appris à mieux connaître cet élevage de 2 à 3 tonnes de production par an. Une véritable armée. De beaux événements, tout ça, mais est-ce que les agriculteurs ont pu en profiter ? Alors il y a souvent l'image d'Épinal, comme quoi les éleveurs, notamment, sont contraints de ne pas partir en vacances afin de s'occuper au jour le jour, tous les jours, de leurs animaux. Ils aiment bien, mais quand même c'est contraignant. Eh bien ça, figurez-vous que c'est fini, grâce notamment au service de remplacement. Celui-ci propose des personnes qualifiées pour remplacer durant quelques heures, voire quelques jours, voire quelques semaines, les agriculteurs, les éleveurs notamment. Alors je propose d'avoir plus d'explications sur ce service grâce au sujet suivant, donc sur le service de remplacement, qui donc révolutionne un peu la vie des agriculteurs au bois. Clément est salarié du service de remplacement. Cette association permet aux agriculteurs de prendre des congés en laissant, pour être efficace, les consignes de dernière minute. J'en ai une qui est un petit peu chatouilleuse, donc des fois elle vous attrape les bras. Embauché depuis octobre, Clément est le 2e salarié du service de remplacement. Ses missions durent de 1 jour à plusieurs semaines. Il prend la relève dans une dizaine d'exploitations chaque mois pour leur plus grand bonheur. Ça me permet de partir. Et puis avec l'esprit tranquille, parce qu'on a tout vu ensemble avant et qu'ils ont l'habitude. Dans l'Aube, l'an passé, 111 exploitants ont adhéré. 1759 jours de remplacement ont été effectués pour des motifs divers. Des motifs, donc les congés, la maladie, accident, maternité, paternité, mais il y a aussi pour tout ce qui est formation, les agriculteurs qui veulent se former ou qui ont des mandats professionnels. Ils peuvent faire appel donc au service de remplacement. Ils s'accordent plus de temps à partir un week-end prolongé. Ça nous donne envie de partir, vraiment. Vous, les 5 semaines de congés payés comme les salariés, vous ne connaissez pas? Non, pas vraiment, non. On en entend parler, ça c'est comme les voyages des amis, mais on n'en connaît pas ça, non. Eh ben voilà, elle est belle la vie. Dites-moi, on a vu dans ce retour sur l'actu beaucoup d'événements. Vous organisez, vous, des actions de communication auprès du grand public à la Chambrière ? Auprès du grand public, très peu. En fait, nos actions, c'est plutôt auprès des industriels, de nos clients, quelque part. Alors, bien évidemment, on participe à des actions de communication, et d'ailleurs, je tiens à remercier notamment tout ce qui est fait par la Chambre d'agriculture ou le Grand 3, qui souhaite montrer un petit peu ce qui est fait sur le chanvre. Mais nous, directement, c'est pas tout à fait nos... Vous étiez à une foire dernièrement, non ? Ah oui, il y avait, on fait quelques... Oui, effectivement. Oui. Voilà, vous avez pu présenter, on voit les images, hein, notamment, voilà, vous avez pu présenter tous vos produits, même déguster l'huile de chanvre, montrer, il y avait même un quiz pour mieux connaître le chanvre. Sinon, une dernière actualité, Fabrice, voilà ce que je propose, il s'agit de la maison de champagne Bar-ton-Farc qui se lance dans le no-tourisme avec des dégustations de champagne
plutôt insolites, mais aussi de l'œnologie tout de même. La première s'est déroulée sur le lac de la Forêt d'Orient, à bord du bateau ivre. Ça ne s'invente pas. Ah oui, non, ça c'est clair. Alors, leurs clients professionnels ont pu déguster cette cuvée. D'autres opérations de ce type sont d'ores et déjà prévues, et c'est pour ça que j'en parle. Elles sont prévues auprès du grand public cette fois-ci. Donc c'est une très belle initiative, je trouve. Eh bien, cet événement insolite aurait pu faire l'objet de la rubrique Contre-champ qu'on va découvrir. Tout de suite, c'est une vision décalée du monde agricole. On reste dans le Champagne, vous allez le voir. Et si, pour savourer un champagne au bois, on sortait des sentiers battus? Ce mois-ci, la chroniqueuse Béatrice Richard vous propose de déguster du champagne dans un lieu insolite. Reportage. Bienvenue au vignoble expérimental des Soies dans la Côte des Bars. Nous allons, dans quelques instants, vous faire déguster le champagne d'une façon parfaitement insolite. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une cadole. La cadole est un abri de pierres sèches. Cette cadole, endroit en pierres sèches, était le lieu de repos de nos vignerons lorsqu'ils passaient une journée entière dans leurs vignes. Boire du champagne tout seul, c'est pas très drôle. Donc aujourd'hui, l'idée, en ce qui nous concerne, aura été de partager cette dégustation insolite avec le maître du vignoble expérimental pour notre région. Et vous allez avec moi le découvrir dans un instant. Bonjour Bruno. Bonjour Béatrice. Eh bien voilà, nous sommes prêts. Bienvenue dans cette cadole, encore une fois. Bienvenue dans cet endroit protégé des vents, protégé de la pluie, et qui se veut pour cet instant convivial et tout à fait prestigieux à la fois. Bienvenue pour cette dégustation insolite. Ah, je pense que vu la fraîcheur extérieure, compte tenu du fait que nous sommes évidemment dans un seau à glace, je pense que la température va être parfaite. Ah, tiens. Très cher, votre santé. Alors pour une dégustation réussie dans une cadole, sachez qu'on ne peut pas être plus de 2, sinon il n'y a plus de place. Donc cela ne peut être qu'une dégustation romantique ou susceptible de l'être. On peut dire effectivement que la lumière dégagée par les bougies donne une vision de la cadole que nous ne connaissions pas. On découvre aujourd'hui ces pierres empilées les unes sur les autres avec cette lumière jaune et vacillante qu'on n'avait jusqu'à présent jamais pu expérimenter. C'est donc monsieur Guy Lazzarotti d'Hérissé, donc qui à la fois en restaure et éventuellement aussi en construit. Celle-ci d'ailleurs a été restaurée par lui en 2003, donc ça fait une dizaine d'années. On peut faire du feu dans la cadole et j'avais caché un briquet entre deux pierres, mais je ne le vois plus. Bon, c'est pas grave, j'en remettrai un. C'est un des parcours pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est assez loin d'ici, mais enfin, il passe au bord de la route. Et s'il s'arrête là, effectivement, s'ils veulent faire du feu, donc j'avais prévu à la fois le bois, enfin du sarment de vigne, et un briquet pour allumer. Voilà. Et à partir du moment où les amis qui nous entourent sont les bons, on peut y rester des heures entières. J'ose espérer qu'au cœur de cette cadole, le réseau portable ne passe pas. Et donc à partir de là, imaginez quelle tranquillité. Personne pour vous téléphoner, aucun tweet pour cliquer, rien. Nous sommes bien. Que le lieu soit plaisant, le partenaire agréable et le champagne excellent. Parce que c'est trop bon. Sympa, non? Si vous voulez essayer, eh bien, sachez que cette cadole se trouve près des Soies, mais il y en a beaucoup d'autres dans l'Aube. Vous avez essayé, Benoît Savoie? Non, pas encore. Non, bon, c'est à tenter. Il va falloir, oui. Bon, Béatrice vous appelle. D'accord. C'est un rendez-vous. Alors, je ne sais pas s'ils ont le temps de prendre du champagne à ce moment. Ce sont les agriculteurs qui peut-être récoltent le chanvre actuellement, puisque c'est semé au mois d'avril, si je me souviens bien, et récolté actuellement. Comment ça se présente? Parce que le printemps pluvieux, été très sec. Oui, alors normalement on devrait avoir commencé déjà et on est un petit peu en retard. A priori on commence là avant ce week-end, c'est-à-dire demain on va commencer à sortir les moissonneuses pour récolter le chènevis. Après, comment ça va se présenter? C'est surtout les conditions météo qu'il va y avoir dans les 15 jours qui viennent. On a besoin de soleil et de chaleur pendant ces 15 jours. Alors espérons qu'après ce passage humide, que ces conditions soient là.
pour avoir une bonne récolte. On vous souhaite bon courage pour cette récolte. Merci Benoît Savorat d'avoir participé à la première de Terre et Vigne de l'Aube, le MAG. On souhaite évidemment une grande longévité à cette émission. Merci à tous les partenaires qui ont permis la création de ce magazine. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures sur l'agriculture auboise. Au revoir.